Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Rien ne justifie la terreur, la barbarie, la punition collective infligée aujourd'hui aux habitants de Gaza. Nous condamnons et nous demandons clairement la libération des otages et nous condamnons clairement les actes terroristes du 7 octobre. Pourtant, en 5 mois, ce sont 30 000 Palestiniens qui ont été tués à Gaza par les attaques israéliennes, dont la majorité sont des femmes et des enfants. 30 000 vies brisées, 30 000 vies sacrifiées dans une riposte meurtrière aveugle, 30 000 destins broyés par la folie humaine. Au total, ce sont presque 2 millions de Palestiniens qui ont été forcés de quitter leur foyer, dévastés par les bombardements de l'armée israélienne. Mais pour aller où? Population menacée de famine, cimetières à ciel ouvert pour des millions d'enfants, des milliers d'enfants, risque de génocide. Ce ne sont pas nos mots, mais ce sont bien ceux de la Cour internationale de justice, de l'ONU, de l'UNICEF, de Médecins sans frontières et tant d'autres. Les chiffres de l'horreur se succèdent et chaque jour, impuissants, nous prenons la mesure du cauchemar. Une nuit qui paraît aujourd'hui sans fin s'abat sur le peuple israélien. Pourtant, le 29 février, c'est l'inimaginable qui s'est produit. Pour le peuple palestinien. 100 civils ont été tués par l'armée israélienne lors d'une distribution d'aide humanitaire. Et ceci, c'est un point de non-retour. Rien ne justifie de telles violations du droit international. Rien ne justifie une telle violence aveugle. Les discours seuls ne feront pas cesser les bombes. Alors, Monsieur le ministre, que compte faire la France pour mettre fin au massacre à Gaza? Je vous remercie. La parole est à Madame Chrysoula Zakharopoulou, secrétaire d'État chargée du développement et des partenariats internationaux. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, comme vous avez dit, depuis l'attaque terroriste du Hamas le 5 octobre, Israël a le droit de se défendre. Et cette défense doit se faire dans le plein respect du droit international et la protection des civils. Vous l'avez souligné, et je l'ai redit, le bilan humain et la situation humanitaire dans la bande de Gaza sont intolérables. Et nous continuons à appeler à cesser les faits. Car oui, 1,3 million de personnes sont réfugiées à Rafah. Une offensive israélienne à grande échelle à Rafah ne pourrait qu'aboutir à un désastre humanitaire. La France s'oppose fermement. Le président de la République l'a dit lors de son entretien téléphonique avec le premier ministre israélien le 14 février dernier. Israël doit prendre des mesures concrètes pour protéger la vie des populations civiles à Gaza. Nous soulignons aussi les risques d'une extension régionale du conflit. En Cisjordanie et au Liban notamment, mais aussi en Syrie, en Irak et en mer Rouge. La situation est très préoccupante à la frontière nord avec le Liban. La diplomatie française est active pour que cela ne dégénère pas. Nous avons passé des messages très clairs et nous continuons de les faire à destination notamment du Hezbollah. Le président de la République et le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères sont en contact permanent avec les homologues de la région. Nous œuvrons sans relâche pour éviter un engrenage qui serait fatal pour toute la région. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, la loi sur le port des signes religieux à l'école a 20 ans. Merci à la commission Stasi, au président Chirac et aux législateurs de 2004. L'école doit demeurer, comme le disait Jean Zay, l'asile inviolable où ne pénètrent pas les querelles des hommes, ce lieu d'émancipation et de construction du libre arbitre fondé sur la raison, la science et l'esprit des Lumières. Et je veux dire à cet instant notre soutien indéfectible aux équipes qui sont parfois menacées dans leur mission. Elles doivent demeurer accompagnées, jamais seules. Et je pense à cet instant à Samuel Paty et à Dominique Bernard. Mais la bataille culturelle, elle est là. Aujourd'hui, une majorité de jeunes pensent que la laïcité est une loi d'interdiction et pas une loi de liberté, ce qu'elle
qu'elle est pourtant. Il faut dire qu'elle a des adversaires. Elle a, par exemple, des faux amis, ceux qui l'instrumentalisent pour stigmatiser une seule religion au nom de leur combat civilisationnel. Ils stigmatisent uniquement l'islam. Elle a évidemment de véritables adversaires aussi farouches qui, au nom de leurs revendications religieuses, combattent la laïcité. C'est évidemment l'islamisme radical à coups d'influenceurs et de réseaux sociaux qui ciblent l'école, car c'est la première ligne de la République. Face à la tentation du pas de vague et du multiculturalisme différentialiste, l'universalisme républicain a besoin de combattants outillés. D'abord des élus exemplaires. On n'organise pas de prière de Hanouka à l'Élysée. On n'organise pas de bénédiction de crèche dans les mairies. On ne fait pas de discours pour le ramadan dans les mosquées. Surtout, la promotion de la laïcité, elle a besoin d'actes. La formation à la pédagogie de la laïcité des enseignants et les moyens pour la mettre en œuvre. On a besoin aussi de la mixité sociale à l'école. Et au-delà de l'école, la lutte effective contre les discriminations et le soutien au tissu associatif. Bref, une politique volontariste de la laïcité, Monsieur le Premier ministre. Sur ces bancs, il y a bien des volontés, par exemple, de créer un défenseur de la laïcité sur le modèle du défenseur des droits pour consacrer ce principe. Êtes-vous prêt, Monsieur le Premier ministre, à nous accompagner dans cette démarche? Mon cher collègue. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jérôme Guedj. La laïcité, elle est inscrite sur le fronton de nos mairies, de nos écoles, de nos préfectures, parce qu'elle se retrouve dans la devise républicaine. La laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, c'est l'égalité devant la loi, et c'est la fraternité parce que c'est ce qui nous permet de vivre ensemble en tolérance. Vous l'avez dit, ça fait 20 ans que la loi de 2004, et à l'époque je veux saluer le président Chirac qui a permis cette loi, la loi de 2004 qui a permis l'application de la laïcité à l'école de la République. Et vous avez raison de le dire, c'est ce qui transparaît de votre question, la laïcité reste un combat permanent. Elle a ses défenseurs. Moi, je suis à la tête d'un gouvernement de 34 défenseurs de la laïcité. Et nos préfets, nos recteurs, nos directeurs, nos responsables d'administration sont chaque jour défenseurs de la laïcité. Et vous l'avez dit, il y a celles et ceux qui sont en première ligne dans ce combat, et notamment les chefs d'établissement, les professeurs à qui je veux rendre hommage. Je serai lundi à Arras. Je serai lundi à Arras où je présiderai la cérémonie nationale d'hommage aux victimes du terrorisme à Arras, parce que c'est là que Dominique Bernard, professeur à la cité scolaire Gambetta, a été tué. Et je le dis, monsieur le député, la laïcité a ses défenseurs partout en France, et vous en faites partie. Et je le crois très profondément, votre groupe en fait partie. Mais la laïcité a aussi ses fossoyeurs. Et je le dis, ils sont y compris représentés dans cet hémicycle. Moi, quand on parle de soutien aux équipes pédagogiques, aux proviseurs, j'ai vu qu'il y a quelques jours, un proviseur a fait l'objet de menaces de mort parce qu'il a cherché à faire appliquer la loi de 2004 dans son établissement en demandant à une élève de retirer son voile. Il a fait l'objet de menaces de mort et j'ai vu une députée de la France Insoumise relayer les théories contre ce proviseur sur les réseaux sociaux. Je le dis, monsieur Guedj, c'est une réalité. Je remarque que quand j'ai pris la décision en tant que ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse d'interdire le port de l'abaya et du camis à l'école, ce sont encore une fois les députés de la France Insoumise qui se sont dressés sur mon chemin pour chercher à m'empêcher d'appliquer cette règle. Je remarque, monsieur le député Guedj, que lundi au Congrès, quand la présidente Panot s'est exprimée pour citer des exemples de pays qui remettent en cause les droits des femmes, elle a cité la Pologne à raison, elle a cité la Hongrie à raison, elle a cité les États-Unis à raison, elle a cité l'Italie probablement à raison. Elle n'a pas cité l'Iran, pas cité l'Afghanistan et pas cité les pays qui, en s'appuyant sur un islamisme dévoyé, utilisent la religion pour faire reculer les droits des femmes. Il ne peut pas y avoir de laïcité à la carte, de la même manière qu'il n'y a qu'une seule République, il n'y a qu'une seule laïcité et nous devons toutes et tous au quotidien en être les défenseurs. Je sais que vous l'êtes, mais je regrette de constater que cette cohérence n'est pas partagée dans la NUPES, loin de là, notamment avec la France Insoumise. Merci.
Monsieur le Président, Madame la Ministre de l'Éducation nationale, mes chers collègues. Le 28 février dernier, un proviseur du lycée Ravel à Paris demande à plusieurs élèves de retirer leur voile. L'une d'elles, depuis revenue sur ses dires, l'accuse de s'en être pris physiquement à elle. La mécanique infernale est alors lancée. L'altercation est relayée, déformée sur les réseaux sociaux et le proviseur, menacé de mort, est aujourd'hui sous protection fonctionnelle. L'un de ses collègues résume la situation. C'est une histoire tristement banale pour un établissement défavorisé. On l'accuse d'islamophobie alors qu'il se bat pour ses élèves, dénonce la ghettoisation des établissements scolaires. Cela doit être douloureux pour lui. Le déroulement des faits glaçants nous en rappelle d'autres qui ont conduit au pire. Un électrochoc qui a conduit au rassemblement ce lundi de 160 chefs d'établissement pour exprimer leur soutien et alerter sur les menaces et intimidations subies dans le cadre de leurs fonctions. Ils sont en première ligne pour faire respecter les valeurs républicaines et la laïcité au sein de leurs établissements. Ils font état d'un climat de tension sans précédent et d'une peur au ventre qui les taraude. Les chiffres publiés par le ministère de l'Éducation nationale témoignent d'une hausse du nombre d'incidents graves. La mission d'information que nous venons de conclure au Sénat sur les pressions, menaces et agressions dont les enseignants sont victimes souligne leur montée en puissance. Madame la ministre, pouvez-vous nous préciser les mesures prises concrètement pour protéger les chefs d'établissement et l'ensemble de la communauté éducative face à de telles menaces? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Madame Belloubet. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Monnier, les menaces dont a fait l'objet Monsieur le proviseur de la cité Ravel sont absolument inacceptables. J'ai eu l'occasion de le dire, de le rappeler en me rendant hier dans l'établissement. Peut-être l'avez-vous vu. C'est absolument intolérable qu'au moment même où il veut rappeler ce qu'implique la laïcité à ses élèves et à ses étudiants qui sont dans l'enceinte du lycée, il est absolument inacceptable qu'il ait fait l'objet de telles atteintes, surtout sur les réseaux sociaux, en relayant des informations manifestement erronées. Nous le savons aujourd'hui. Nous avons, je crois, avec la direction des services académiques du rectorat de Paris, avec les forces de police, et je salue ici Monsieur le préfet de police de Paris, avec l'ensemble de la communauté qui entoure l'établissement, nous avons essayé de constituer un bouclier de protection. Cela s'est traduit par une triple réponse. Une réponse académique, en déployant immédiatement les équipes académiques Valeurs de la République, qui sont auprès des enseignants, en déployant également les équipes académiques de forces mobiles qui peuvent appuyer les établissements pour assurer sa protection. Et nous avons également mis en place une cellule psychologique dès hier après-midi pour que les enseignants qui avaient envie de parler puissent le faire. Certains d'entre eux en avaient besoin, ils me l'ont dit eux-mêmes. Réponse académique, mais aussi réponse des forces de l'ordre, extrêmement importante, avec une présence des forces de l'ordre à l'entrée de l'établissement et qui va durer le temps nécessaire. Et puis également saisine de la plateforme Pharos pour enlever les menaces qui figuraient sur les réseaux sociaux. Et il me semble également qu'à cette double réponse s'est ajoutée une réponse judiciaire avec l'article 40, avec la protection fonctionnelle donnée aux chefs d'établissement et avec l'ensemble des dispositifs juridiques dont nous avions la possibilité de saisir. Je pense notamment au parquet national de lutte contre la haine en ligne. Voilà ce que je souhaitais vous dire, Madame la sénatrice, simplement pour rappeler ici que nous ne tolérerons rien qui porte atteinte à la vie des établissements et de ses personnels et que nous formons ce bouclier de protection. Madame Monnier. Madame la ministre, merci pour vos propos, pour les mesures mises en œuvre dans un délai très prompt pour protéger ce proviseur. Maintenant, le gouvernement doit nous garantir qu'il en est de même pour tous les autres membres de la communauté éducative qui sont l'objet de menaces. Il nous faut assurer à tout prix la sécurité, notamment face à tous les obscurantismes religieux des membres de la communauté éducative. Il faut assurer leur sécurité parce qu'ils œuvrent au quotidien pour permettre à nos enfants de devenir des citoyennes et des citoyens éclairés. Et l'ensemble des sénateurs et sénatrices de mon groupe leur apporte un soutien plein et entier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait à Monsieur le ministre de l'Économie. Bref. Madame la ministre, vous savez bien sûr qui est l'auteur de cette déclaration faite en 2022. Ouvrez les guillemets. Personne n'a envie que ces données de santé soient répandues aux 4 vents.
Personne n'a envie que les données de fabrication d'un Airbus ou d'un TGV ou d'un satellite ou d'Ariane soient diffusées à travers la planète. Fin de citation. Tout un chacun, et vous la première, aura reconnu la plume du ministre de l'économie dans ses œuvres complètes. Mais ces mots ne sont-ils que des mots? Car il y a 3 semaines était publié un article du Canard enchaîné selon lequel EDF aurait confié la planification de la maintenance de ses centrales nucléaires à Amazon, oui, à un GAFAM, pour un contrat de 860 millions d'euros. Cette affaire est sérieuse et ne souffre ni caricature, ni légèreté. Madame la ministre, si cette information est fausse, pourquoi avoir attendu qu'une question soit posée à l'Assemblée nationale pour que votre collègue Lescure, ici absent, la démente du bout des lèvres? Si elle n'est que partiellement fausse, veuillez nous indiquer avec précision dans quelle proportion: périmètre du marché, montant, objet précis. Et si elle n'est que partiellement vraie, cela reste très grave. La représentation nationale veut maintenant des réponses précises, car l'unique actionnaire d'EDF, c'est nous, c'est l'État, et l'unique responsable, c'est vous. Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État en charge du numérique, Madame Ferrari. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Vallée, vous le savez, Monsieur le sénateur, dans toute grande organisation numérique moderne, des données reposent sur des solutions hybrides dites multi-cloud. Vous connaissez bien le sujet. On distingue donc d'une part la gestion des données sensibles qui doivent être gérées en interne ou en cloud de confiance, et la gestion des données moins sensibles qui peuvent, elles, faire l'objet d'une gestion en cloud privé ou public. Comme l'a assuré EDF au gouvernement, plusieurs expérimentations ont été lancées dans le cadre d'un programme de rénovation, dont une sur les pièces de rechange utiles au fonctionnement normal des centrales nucléaires. C'est à cette occasion que l'entreprise a fait appel au cloud public d'Amazon Web Services. Cette expérimentation respecte les exigences d'EDF en termes de cybersécurité, de confidentialité et au regard du RGPD. Elle ne porte donc pas sur les données sensibles. Aucun schéma d'ingénierie ni d'architecture n'a été transmis ni stocké dans le cloud d'Amazon Web Services. D'autant que les données confidentielles des centrales nucléaires d'EDF sont hébergées dans des infrastructures privées que l'entreprise gère en propre. Votre question, toutefois, monsieur le sénateur, relève d'une préoccupation majeure que nous partageons. Les entreprises stratégiques recourent encore très insuffisamment aux offres de confiance du cloud. Je souhaite donc réaffirmer que la doctrine de l'État est bien de veiller à ce que les données sensibles des administrations et des entreprises soient hébergées dans des infrastructures bénéficiant de la certification SecNum Cloud. La France est d'ailleurs engagée dans les négociations du futur schéma européen de certification des services cloud EUCS. Enfin, dans le cadre de France 2030, le gouvernement mobilise 700 millions d'euros pour accompagner les acteurs dans cette labellisation SecNum Cloud. Vous pourrez compter sur notre mobilisation, monsieur le sénateur, non seulement dans le suivi de ce dossier très précis, mais aussi pour faire appel aux leviers de financement nécessaires à l'émergence d'un marché français et européen compétitif d'offres de cloud de confiance. Je vous remercie. Monsieur Vallée. Merci Madame la Ministre. Au lendemain de la parution de cet article du Canard, le directeur de la recherche et du développement d'EDF, auditionné au Sénat, n'était même pas au courant du sujet. 3 semaines plus tard, nous entretenons toujours le flou, même si vous nous avez un peu renseigné sur la question du périmètre et de la sensibilité des données. On ne sait toujours pas s'il s'agit d'une expérimentation et on ne sait toujours pas le montant. Car, comme le courant, le respect de la loyauté par l'allié américain peut aussi être très alternatif. Vous faites confiance à une entreprise états-unienne sans craindre l'abus d'extraterritorialité. Maintenant, il va falloir des actes. On ne badine pas avec la souveraineté. Et comme vous le savez, à Bercy, en dehors des actes, tout le reste, c'est de la littérature. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, la loi du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception prévoit la tenue obligatoire de 3 séances d'éducation à la vie affective et sexuelle au cours d'une année scolaire. Il s'agit là de temps essentiels pour prévenir les pratiques sexuelles à risque auprès des jeunes, pour leur permettre de mieux appréhender la notion de consentement, pour les sensibiliser aux violences sexistes ou sexuelles et dévoiler ainsi les stéréotypes de genre. La délégation aux droits des femmes du Sénat est d'ailleurs unanime sur ce sujet, car c'est bien dès l'école que tout se joue. D'autant plus dans le contexte actuel où le Haut Conseil à l'égalité pointe une aggravation du sexisme chez les jeunes générations.
Ces heures ne sont pas effectuées, nous le savons. Et lorsque des établissements se décident à les mettre en place, ils se trouvent de plus en plus souvent sous le feu d'organisations soutenues la plupart du temps par la droite conservatrice et l'extrême droite, qui contestent par tous les moyens, mise en cause sur les réseaux sociaux, campagnes de désinformation, la tenue de ces heures dédiées. Madame la ministre, nous savons que vous partagez nos préoccupations. Dès lors, comment pouvons-nous agir collectivement pour garantir la bonne tenue de ces séances et par là même soutenir ceux qui les mettent en œuvre? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Madame Berger, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice, oui, vous avez raison. Tout commence évidemment à l'école. Le rapport du HCE que vous avez pointé, il est assez alarmant. Alarmant parce que peut-être qu'à l'échelle de nos générations, nous avions pensé que justement tout ça serait un fait générationnel, que le sexisme allait appartenir à un passé révolu. Ça n'est pas le cas. Un chiffre peut-être à retenir dans le rapport du HCE, les hommes aujourd'hui âgés entre 20 et 35 ans, un quart d'entre eux pensent qu'il est parfois normal d'être violent pour se faire respecter de sa compagne ou de son épouse. Donc nous voyons bien la marche que nous avons évidemment encore à gravir ensemble. Donc oui, avec la ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Nicole Belloubet, nous travaillons pour garantir l'effectivité de la réalisation de ces heures dédiées, qui ne sont rien d'autre que des heures qui doivent permettre d'intégrer des notions essentielles de respect, d'intégrité du corps, de notion du consentement, tout simplement d'égalité entre les petites filles et les petits garçons. D'autant plus, et le Sénat avait rendu un rapport essentiel sur l'industrie pornographique, l'enfer du décor, qui était un rapport transpartisan qui avait été rendu par le Sénat, où on apprend notamment que nos enfants, ne soyons malheureusement pas dupes, soyons lucides, en moyenne à l'âge de 11 ans, commencent leur éducation sexuelle en regardant du porno, évidemment avec une image déformée des relations affectives et sexuelles, des images violentes, des images humiliantes pour les femmes. Donc si nous ne voulons pas qu'ils fassent leur éducation sexuelle par eux-mêmes, par ces biais-là, nous devons évidemment travailler sur la régulation de cette industrie pornographique, évidemment, mais nous devons aussi travailler à la racine pour accompagner nos enfants, garantir qu'ils aient accès à ces heures qui sont dédiées, qui sont inscrites dans les programmes, tout simplement pour garantir une culture de l'égalité dans notre pays. Je vous remercie. Madame Lubin. Madame la ministre, je vous remercie pour cette réponse. Nous avons vécu lundi dernier un moment extraordinaire. Mais comme l'a si bien dit notre collègue Laurence Rossignol à la tribune, cela ne signifiait pas la fin du combat. Il nous faut attaquer le mal à la racine. Et pour attaquer le mal à la racine, Madame la ministre, il faut que, ensemble, nous soyons en capacité de combattre l'hypocrisie de ceux qui, dans nos assemblées, votent les choses quand il faut les voter pour être dans l'air du temps, mais qui, sur le terrain, motivent, soutiennent des organisations qui, elles, défendent l'indéfendable. Merci.